lettre de l'hôtel? Oui. Chronique de la chambre 3. Chambre 3, hôtel des voyageurs. On y fait halte entre deux trains, une toilette rapide, quelques heures de sommeil, le petit déjeuner pour se donner le courage de repartir. C'est un établissement modeste, situé à 2 pas de la gare. Une étoile sauve la façade sans charme. Une étoile, c'est la garantie d'éviter le pire. Ici, depuis la fenêtre de la chambre, on a une vue imprenable sur un site ferroviaire gangréné de lignes électrifiées. Une forêt de pylônes surplombe un réseau pléthorique de voies. Les rails s'entrelacent à l'approche des aiguillages pour former des ornements qui ne rachètent pas la froideur métallique de l'ensemble. Aussi ne s'attarde-t-on pas dans la contemplation du paysage, on tourne vite le dos à la fenêtre. Un papier peint d'un goût discutable habille les murs, on finit par s'y faire. La salle de bain attenante est équipée d'une petite cabine de douche, d'un lavabo surmonté d'une tablette en marbre et d'une glace fixée au-dessus. Un renfoncement du mur abrite à l'étroit la cuvette des WC. L'ensemble est d'une propreté sans elle, néanmoins acceptable. Monsieur Philippe, c'est ainsi que les employés appellent le patron de l'hôtel des voyageurs par son prénom. Il faisait de même autrefois avec son père, Monsieur Albert. Quand Monsieur Albert est mort, Monsieur Philippe, qui au seuil de la quarantaine n'avait toujours pas trouvé sa voie et ne se préoccupait pas vraiment de la trouver, a pris la succession sans grand enthousiasme. Huguette, la femme de ménage, et Régis, le réceptionniste, faisaient partie de l'héritage. Un veilleur de nuit complète ce tandem. En ce moment, c'est Lucas, un jeune étudiant. Nul doute que bientôt, un autre occupera ce poste. À l'hôtel des voyageurs, les veilleurs de nuit se succèdent à un rythme rapide. Sans doute ont-ils de bonnes raisons de ne pas s'y éterniser. Le temps d'une nuit, rarement deux. Au-delà, c'est exceptionnel. Des gens posent ici leurs bagages. Des gens qui se croient uniques lorsqu'ils se regardent dans la glace de la salle de bain. Leur visage s'imprime dans la mémoire du teint. Le marbre de la tablette garde leurs paroles gravées. Par exemple, Anna peaufine son maquillage devant la glace de la salle de bain, arrange ses cheveux, évalue le résultat. Parfait, se dit-elle. Elle est d'humeur légère, ses jours de visite à la prison voisine. Son mari est incarcéré depuis 3 ans pour avoir abattu un jeune Italien qu'elle avait pris pour amant. Mais Anna n'est pas rancunière, elle a pardonné depuis longtemps et vient de plus en plus souvent visiter son prisonnier de mari. C'est là, à la prison, qu'elle a rencontré au printemps dernier dans la file d'attente des visiteurs, un homme charmant, venu lui voir sa femme détenue depuis peu pour avoir empoisonné une jeune Espagnole dont il avait fait sa maîtresse. Ce qui met Anna de bonne humeur ce matin, ce n'est pas l'idée de passer tout à l'heure un moment avec son mari, mais de retrouver une fois encore dans la file d'attente ce monsieur si distingué avec qui elle a déjà échangé des regards appuyés, des sourires prometteurs et même quelques mots, histoire de faire un peu connaissance, avoue-t-elle. Il s'appelle Maurice, il aime les voyages, le cinéma et pratique la marche nordique. Pour l'heure, Anna se pose des questions. Est-il possible de faire fleurir une passion nouvelle sur les ruines d'amour passé? Est-il envisageable qu'un jour, elle et Maurice prolongent la visite à leur conjoint par un rendez-vous ici même, dans cette chambre 3? Et qui sait, peut-être même dans un avenir proche, se prend-elle à rêver. Mais alors elle va devoir se décider rapidement, l'avenir s'est si vite passé, surtout quand il est proche.
Léopold. Léopold. Léopold, oui. Léopold est persécuté par les caniches. À l'écouter, il serait sur sa trace, ne le lâcherait pas, et ça ne date pas d'hier. Ce soir encore, dans la chambre 3 de l'hôtel des voyageurs, alors qu'il se penche pour défaire les lacets de ses chaussures, il croit en apercevoir 2 sous le lit. Ou 3. Il n'est pas sûr de lui, car la chambre est dans l'obscurité. Le soir, où qu'il se trouve, il n'allume jamais la lumière, tant il craint que l'éclairage n'attire les caniches. Là, à y regarder de plus près, il ne sent pas 2, ni 3, mais 4. Léopold en est sûr, ils sont au moins 4. Des caniches blancs, apprêtés comme pour s'exhiber dans un concours canin. Alors affolé, il se réfugie dans la salle de bain où il s'enferme à double tour. Mon Dieu, ce n'est pas possible, ils auront ma peau. Tous les soirs, quel que soit l'endroit où il pose sa valise, le malheureux voit des caniches sous le lit. Chaque fois, il panique, souffle court, le cœur qui s'emballe, la tête dévastée, et toujours la même rengaine, un discours bien rodé. On me les envoie, je suis une cible, je sais trop de choses, on craint que je parle. Aussi partout les caniches me précèdent et m'attendent pour me neutraliser. Ce soir, la chambre 3 ne fait pas exception à cette règle. Les caniches sont là. Le malheureux restera reclus dans la salle de bain toute la nuit, recroquevillé entre la cuvette des toilettes et le mur, la tête enfouie entre ses bras, grelottant, attentif au bruit venant de la chambre, il attendra l'aube. Il sait que demain matin, les caniches auront disparu. Ça se passe toujours de cette façon. Les caniches, c'est seulement à la tombée de la nuit. Bernard. Oui. Bernard. Bernard. Bernard est le prénom gravé sur la gourmette de l'homme qui demande en urgence une chambre. Régis abandonne sa grille de sudoku et regarde avec méfiance ce gringalet mal en point qu'on pourrait croire poursuivi par la police, tant il semble pressé de se mettre à l'abri. Bon sang, il y a là un truc pas clair. Et en effet, il y en a un. Le nommé Bernard a le visage bleui d'échymose, ses lèvres tuméfiées rendent son élocution pâteuse. Ce serait pour une nuit, et ensuite on verra. Régis consulte le planning et constate qu'il ne lui reste que la chambre 3. C'est toujours comme ça depuis quelque temps. Si c'est la seule disponible, ça ne rate pas. Le client qui s'y installe est un client à problème. Et celui-ci, tout branlant, tout esquinté, paraît en avoir un très sérieux. Prudence donc avec ce clampin très amoché. Prêchant le faux pour savoir le vrai, Régis, faussement compatissant, s'enquiert. Bon sang, que vous est-il arrivé ? Je parie que vous vous êtes pris une porte dans la figure. Non, je me suis fait cogner dessus. J'ai eu un différend avec ma femme. Elle m'a frappé. C'est une costaude. Oh. Régis ne s'attendait pas à ça. Un homme battu. Ah, c'est le premier qu'il rencontre. Du moins, le premier qu'il avoue. L'autre continue. J'ai réussi à m'échapper, mais il est possible qu'elle m'ait suivi. Elle me rattrape ici. Et voilà, ça va recommencer. La maudite chambre 3 risque d'être à nouveau le théâtre d'un événement déplaisant, voire sanglant. Alors Régis prend un air désolé. Pour la chambre, je regrette, hein, ça ne va pas être possible. L'hôtel est complet. Le nommé Bernard, qui n'a pas arrêté de jeter des coups d'œil inquiets vers la porte, en éprouve une grande déconvenue. Régis, lui, sans trop se l'avouer, aimerait bien voir débouler la femme de ce monsieur. Une costaude. Le genre qu'il a toujours fait fantasmer. Ah, oui.
Jeanne. Jeanne. Oui. Jeanne se tient devant le lavabo, main appuyée sur le rebord, le corps légèrement penché au-dessus. Avec une régularité quasi horlogère et d'une voix étouffée, elle psalmodie le mot qui l'accuse. Voleuse. 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 Son geste la dépasse. Un geste sans réelle préméditation, rien de froidement calculé. Les circonstances lui ont fourni l'occasion de passer à l'acte, voilà tout. Cependant, il est incontestable que l'idée tournait dans sa tête depuis longtemps. Une idée obsédante, mal contenue, aussi vorace que la frustration dont elle était née. Mais que cela soit dit, Jeanne n'avait rien prémédité. En l'occurrence, elle n'a fait que profiter d'une conjoncture favorable, bref, une opportunité qui ne se représenterait sans doute pas de sitôt. Elle l'a saisie, spontanément. Ensuite, tout s'est enchaîné. La fuite précipitée, la peur panique d'avoir éveillé des soupçons et d'être plus tard identifiée. Une course à perdre haleine dans les ruelles avoisinant le jardin public. L'épuisement, la recherche d'un endroit où se cacher. Pourquoi pas un hôtel? Celui-là ou un autre, qu'importe. Maintenant, claquemurée dans la chambre 3, noyée dans la sinistre clarté du soir qui tombe, Jeanne prend conscience d'avoir accompli l'irréparable. Voleuse, voleuse, voleuse. La psalmodie tourne au gémissement. Les sanglots ne sont pas loin. Ils montent, éclatent enfin, et se mêlent au cri du nouveau-né qui gigote, couché sur le dos, au centre du lit, un nouveau-né, repéré au jardin public et qui vient d'être enlevé à sa mère. Un bébé, braille, depuis des heures, au premier étage, dans la chambre 3. Ces vagissements stridents résonnent dans tout l'hôtel. Pour le moment, personne ne s'est plaint. Les gens doivent déjà dormir, présume Lucas, sans se départir de son calme. Mais cette supposition est aussitôt contredite par un client en pyjama qui surgit à la réception. Non mais s'il vous plaît, allez faire taire ce braillard tout de suite, ou sinon ça va mal tourner. Lucas, imperturbable, répond qu'il va s'occuper de ça. Le client remonte l'escalier en marmonnant de vagues imprécations. La chambre 3 ne répond pas au téléphone. Lucas ne s'en alarme pas. Il décroche du tableau un double de la clé, monte et frappe plusieurs fois à la porte derrière laquelle le bébé s'époumonne. Pas de réponse. Alors il ouvre et découvre, couché sur le dos au centre du lit, un nouveau-né qui s'égosille en gigotant. Il cherche du regard qui d'autre pourrait occuper la chambre? Personne. Emmitouflé dans sa doudoune, l'enfant est écarlate. Il va mourir de chaleur, se dit Lucas, sans se troubler. Même les situations les plus poignantes ne l'ont jamais déstabilisé. Ce soir encore, devant ce nouveau-né mal en point qui donne des signes alarmants de déshydratation, il reste de marbre. Lucas est un animal à sang-froid. Cependant, il est doué d'un sens pratique assez vif. Il faut que j'appelle la police, se dit-il. Mais, sur le champ, il se ravise. Non, plutôt les pompiers, ou alors le SAMU. On doit lui reconnaître un défaut, il est souvent indécis. Pourtant, il va lui falloir choisir. Il retourne dans le petit bureau, réfléchit un moment à la question, et toujours incapable de trancher, alerte finalement le SAMU, les pompiers et la police. Il se plaît alors à imaginer la course des 3 véhicules dans les rues menant à l'hôtel. Gyrophare en action, sirène hurlante, crissement des pneus dans les virages secs. Et parce qu'il est un peu joueur, il fait un pari sur celui qui franchira le premier la ligne d'arrivée. Huguette a un penchant pour la chambre 3. Ah bon? Oui. La vue qu'elle offre sur les abords de la gare suscite des envies de voyage. Et son orientation au nord lui assure la fraîcheur quand, dehors, le soleil d'été surchauffe l'air. Hein? Cette chambre-là, Huguette ne s'en occupe qu'à la fin de son service, quand elle en a terminé avec les autres. Elle aime s'y reposer un moment avant de s'attaquer au ménage. Elle s'étend sur le lit défait, ferme les yeux et pense à des choses agréables.
En bas, le passage d'un train de marchandises qui franchit les aiguillages avec un bruit fracassant échauffe son imagination. Oh, fermeture des portes, départ immédiat. Le transsibérien l'emmène loin. Les plaines de l'Oural, Irkoutsk, les steppes à perte de vue, la Chine en ligne de mire. Ça fait longtemps qu'elle rêve d'horizons nouveaux. Oh. J'aurai peut-être la chance que Monsieur Philippe m'offre un voyage quand je prendrai ma retraite. Mais cet espoir est emporté par le train de marchandises qui sort de la zone d'aiguillage et s'éloigne. Retour à la réalité. Huguette sait bien qu'à la loterie des rêves fous, elle a toujours été perdante. Allez ma fille, pas de mollesse, au boulot. Elle sort du lit, mais avant de se remettre au travail, s'accorde encore 10 minutes pour faire une réussite. Elle hésite entre la saute-mouton et la magistrale, ses favorites. Oh, va finalement pour la saute-mouton. Ensuite, elle nettoiera la salle de bain et récupérera le flacon de shampoing non utilisé et ce qui reste du petit savon mis à disposition de la clientèle. Tous les jours, elle en ramène quelques-uns chez elle, ce qui lui évite d'en acheter. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais comme elle dit, c'est toujours ça de gagner. Augustin. Ah, Augustin fait un brin de toilette, après quoi, vite au lit. Cette nuit, il dormira du sommeil du juste, car aujourd'hui encore, sa mission est accomplie. Il a introduit un crucifix dans l'hôtel des voyageurs et l'a appliqué contre la cloison au-dessus du mur. Désormais, le Christ occupera la chambre 3. Celle-là ou une autre, c'est sans importance. L'important est qu'il soit présent dans cet établissement. Du point de vue d'Augustin qui voit le mal partout, les hôtels sont des endroits de luxure, où les amours adultères font grincer les lits, où les femmes de mauvaise vie ont des relations monnayées, où les pervers de toutes sortes s'abandonnent à des plaisirs contre nature. Est-ce d'avoir mal lu autrefois son livre de catéchisme et l'avoir mal digéré depuis qu'Augustin croit en l'effet salutaire de son action? Toujours est-il qu'il affiche ici et là le Christ en croix pour faire reculer le mal comme d'autres brandissent une tresse d'ail pour éloigner un vampire. Aussi, se rendra-t-il demain dans un autre hôtel, il y louera une chambre et dégainera son tube de colle extra forte à prise rapide. Il fait sa tournée à pied, chargé d'une valise pleine à rabord de crucifix. En route, il fredonne une petite chanson qui rythme ses pas. Les filles de Camaret se disent toutes vierges, les filles de Camaret se disent toutes vierges, mais quand elles sont dans mon lit, elles préfèrent tenir mon vite qu'un cierge, qu'un cierge. Ce sont des paroles et un air incrustés dans son cerveau, attrapés un jour comme une maladie honteuse, sans comprendre comment, ni pourquoi, ni auprès de qui. Une ritournelle obsédante dont il ne sait à présent comment se défaire. Paul questionne son visage dans la glace. C'est toi ? Par le jeu d'une juxtaposition des traits, ce n'est pas lui qu'il voit, mais Marc, son frère jumeau, sa copie conforme. Marc, condamné pour assassinat voilà 4 ans et incarcéré pas loin d'ici, prison haute sécurité, rien que des loups dans cet établissement pénitentiaire. Paul rend visite à Marc mensuellement. Il s'est donné une morale. On n'abandonne pas son frère jumeau, on le soutient dans l'épreuve. Une fois par mois, il fait un long trajet pour venir jusqu'ici, avec changement de train et attente inhumaine en gare de transit. L'horaire des lignes transversales et celui de la visite aux détenus ne s'accordent pas. Cela oblige Paul à dormir à l'hôtel. Ce soir, il ressasse de mauvais souvenirs. Tout ça à cause d'une petite allumeuse.
Dans la glace, il voit l'assassin de la petite allumeuse en question. Et l'assassin, eh bien son frère jumeau, son portrait craché. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Ce qui est dit, l'affaire a été jugée. Marc reconnu coupable du crime, un sauvage assassinat, pensez donc. Un dépeceur, l'éventreur des Ardennes. Des personnes dignes de foi ont témoigné l'avoir aperçu sur le lieu du drame le jour où c'est arrivé. Voilà, la messe est dite. Une victime, un suspect, le verdict, la peine à purger, peu importe qui la purge. Pas vrai? Dit Paul en se regardant dans la glace. Quant à Marc, il gardera le silence tout au long des 20 années de prison dont il a écopé. Lui aussi s'est donné une morale, quel que soit le prix à payer. On ne dénonce pas son frère. Paul peut dormir tranquille. La vérité restera secrète. Jeanne, Cécile est laide, une laideur aboutie, pleine et entière. Cécile inonde de larmes sa laideur. Sa mère, elle aussi, était laide. Une mère qui se voulait rassurante. Notre laideur nous tient lieu d'armure, elle nous protège. La mère est morte la semaine dernière, morte comme elle a vécu, laide. Cécile lui survit, sa laideur survit à celle de sa mère. Bref, la vie continue. Aujourd'hui encore, à la veille de ses 30 ans, Cécile n'en finit pas de pleurer. Assise au bord du lit, elle verse des larmes. Une cascade de larmes qui finissent en flaques sur le sol. Cécile a voulu fuir sa laideur et celle de sa mère morte. Ratée. Sa laideur l'a suivie jusqu'ici, chambre 3, hôtel des voyageurs. Pas moyen de s'en débarrasser. En bas, alerté par les sanglots ininterrompus qui viennent de l'étage, Lucas, le veilleur de nuit, se résout à monter voir ce qui se passe. Dans le couloir, il s'arrête devant la chambre 3. C'est là. Une chambre à problème, songe-t-il, se souvenant de l'épisode du bébé abandonné ici même. Il constate alors que la porte n'est pas verrouillée. Il l'entrouvre et découvre une jeune femme opulente, assise nue au bord du lit. Sa chair rose pâle, à l'aspect d'une moire de soie. Lucas est foudroyé par la perfection de sa laideur. Il pousse la porte, avance d'un pas dans la chambre. Subitement, des vagues de désir, aussi inattendues qu'inexplicables, déferlent dans son corps. Le ressac atteint Cécile, qui se remémore les paroles de sa mère. « Notre laideur nous tient lieu d'armure, elle nous protège. » Aussi, n'a-t-elle pas peur de cet intrus qui vient vers elle et s'agenouille à ses pieds? Elle n'oppose pas de résistance, puisque sa laideur est une armure qui la protège. Lucas se loge entre ses cuisses massives, lui étreint la taille, enfouit son visage entre ses seins. Cécile demande dans un soupir « Vous me trouvez comment ?» Il se dégage de sa poitrine, lève les yeux vers elle. « Vous êtes très belle. » Alors, elle s'abandonne. Lui, il fend l'armure. Les larmes de Cécile ne coulent plus. Lucas. Ah, sacré Lucas. Parce que maintenant, Lucas intrigue à présent Huguette et Régis, qui, jusque-là,
se désintéressait de ce qu'il pouvait bien faire la nuit durant sa garde. Il se pose des questions sur son comportement qu'à la réflexion, il juge étrange. Bon sang, le soir, quand je lui passe le relais à l'accueil, il n'est pas bavard, et pas un sourire, rien. Moi, le matin, quand j'arrive, on dirait qu'il m'évite. Régis a bien peur que le veilleur de nuit n'ait à cacher des choses pas très catholiques. Oh, peut-être même illégales. Sur le champ, son imagination multiplie les hypothèses les plus improbables. Peut-être Lucas a-t-il monté un commerce de drogue pour des clients qui, la nuit, passent ici s'approvisionner? Ou bien fait-il usage des chambres qui ne sont pas louées pour... Mais oui, les chambres qui ne sont pas louées. Dans son esprit, tout devient clair. Lucas met ses chambres à disposition de copines de fac qui s'y prostituent pour payer leurs études. Et lui, il empoche sa commission. D'emblée, des images sulfureuses y font régner l'effroi dans son cerveau fécond. Quelques démons y sèment des mots foudroyants. Proxénète, bordel, pute, et quantité d'autres plus fous encore. Alors Huguette gémit. Mon Dieu, ce pauvre monsieur Albert doit se retourner dans sa tombe. Régis essaie de la ramener à la raison. Bon sang, Huguette, c'est du délire ton histoire d'étudiante qui se prostitue. Néanmoins, on voit bien que son œil brille soudain des feux de la lubricité. Et si Huguette disait vrai après tout? Alors des mots pétillent dans sa tête, luxure, volupté, délice, et quantité d'autres plus caressants encore. Sacré Lucas! Et le voilà tout à coup enclin à une grande indulgence à l'égard du veilleur de nuit, avec qui il envisage de s'entretenir dès la première occasion. Bon, comme si de rien n'était, ça va de soi. Juste pour tâter le terrain, et pourquoi pas copiner avec lui. Lucas, encore. Lucas. Lucas jette un coup d'œil sur sa montre. 2h30, le beau milieu de la nuit. Son esprit s'ankylose au son d'un violoncelle qu'il écoute au casque. Bach le berce. Soudain, un homme frappe à la porte du petit bureau où Lucas est cantonné. « Oui ?» demande-t-il, en retirant son casque. L'homme s'enquiert. « C'est autorisé de fumer en bas ?» Drôle de tête, ce client. Visage creusé, regard sans expression. « Bien sûr, monsieur, c'est déconseillé seulement dans les chambres. » L'homme allume une cigarette. Il a l'air accablé. Lucas voit vite à qui il a affaire. Encore un paumé qui va me prendre la tête avec ses histoires. C'est plus d'une fois que des insomniaques déprimés se sont confiés à lui. Il est vrai que la nuit est propice aux confidences. L'homme tire une bouffée de sa cigarette et, sans préambule, raconte que sur une plage de Sicile, d'où il revient, la mer a rejeté des cadavres d'hommes, de femmes, d'enfants, venus de rivages pas si lointains que ça. Il parle d'images obsédantes qui le hantent, de corps qu'il a aidé à regrouper sur le plateau d'un camion-benne, d'adultes lourds à traîner sur le sable, d'enfants en bas âge tragiquement légers. Une somme d'inertie macabre et de rigidité cadavérique. Des réfugiés ? Demande Lucas, réalisant aussitôt la sottise de sa question. Des réfugiés, bien sûr. L'homme écrase son mégot dans le cendrier portatif tiré de sa poche. Il dit « Imaginez le soleil couchant qui peint les cadavres en rose et or. » Et il quitte le bureau, sans rien ajouter. Juste un petit geste de la main, un geste de résignation et d'impuissance. En bas, Lucas rajuste tranquillement le casque audio sur ses oreilles. La troisième suite pour violoncelle de Bach emplit sa tête et colmate les trous que son indifférence à l'égard des autres y
y a creusé. Armand est assis au bord du lit. On le devine rêveur. Il enfouit son visage dans la perruque gris cendré, la hume longuement en fermant les yeux, l'embrasse du bout des lèvres, puis la place avec soin sur l'oreiller. Il tremble du désir fou d'effacer les heures sombres de ces derniers mois. Enfin, il se glisse entre les draps, pose un regard tendre sur la perruque en murmurant un « Bonne nuit, ma chérie », embué d'émotion. La perruque appartenait à Josie, son épouse. Suite aux thérapies qu'il avait pour un temps remises sur pied, elle avait perdu ses cheveux, un classique en l'occurrence. Une prothèse capillaire s'imposait donc, son choix s'était porté sur un modèle d'un élégant gris cendré, proche de sa couleur naturelle, si bien qu'on ne voyait pour ainsi dire pas la différence entre avant et après. Mais il arrive que la maladie s'entête, il est possible qu'après avoir cédé du terrain, elle revienne à la charge. Elle n'a pas laissé à Josie le loisir de profiter longtemps de sa fausse chevelure. Depuis, Armand s'emploie à supporter la perte, parcourant le pays, guidé par les souvenirs des jours heureux, faisant étape çà et là dans les endroits où Josie et lui avaient approché le bonheur, ou du moins l'idée qui s'en faisait. L'hôtel des voyageurs figure sur sa liste. Demain matin, il commandera 2 petits déjeuners pour faire comme autrefois. Le deuil est un travail qui requiert de l'imagination. Régis écoute sans bien comprendre ce que lui raconte le client arrivé hier soir, reparti ce matin après avoir réglé sa note, et réapparu maintenant pour expliquer qu'il a dû oublier dans la chambre 3 la prothèse capillaire de sa femme décédée il y a 6 mois. Il faut impérativement me la retrouver. Mais ce serait un grand malheur pour moi si on ne la retrouvait pas, et patati, et patata. Régis demande... Une prothèse capillaire vous voulez dire une perruque? La confirmation ne lui fournit pas d'éléments nouveaux utiles à la compréhension de cette histoire extravagante. Non, attendez, ce n'est pas très clair. Vous pouvez me redire tout ça? Alors l'homme se lance dans une longue explication qu'il est ce Régis de marbre. Ouais, je vois. Grommelle-t-il, tout en suspectant l'autre de lui raconter des salades. Une idée tourne dans sa tête. Bon sang, si ça se trouve, ce type est un travelot. La perruque est la sienne et il n'ose pas me le dire. L'homme se fait pressant. Je vous en prie, demandez à la femme de ménage si elle ne l'aurait pas trouvé. Peut-être l'a-t-elle roulé dans les draps en faisant le lit. Régis impatiente. Sa grille de sudoku refroidit et il a hâte d'en finir avec ce client encombrant qui n'arrête pas de se lamenter sur sa perruque perdue. Vous devez me la rendre. Vous me la retrouvez. Mais sans elle, ma vie n'aurait pas de sens. Alors, pour se débarrasser de l'importun qui s'incruste, Régis fait comme si la mémoire lui revenait tout à coup. Mais oui, bon sang, la perruque, je me rappelle. La femme de ménage l'a mise à la poubelle et la benne est déjà passée. Le visage de l'homme se décompose. « Oh mon Dieu !» gémit-il, réalisant à présent qu'il est veuf pour la 2e fois de la même femme. Robert se réjouit de penser qu'on le cherche partout. Des toilettes à la salle de télé, des cuisines à la lingerie. Il imagine la directrice flanquer des femmes de service, arpenter les couloirs de la bâtisse à sa recherche. Eh bien, elles ne me reverront plus jamais, s'éteignent. Il se doute que déjà les pensionnaires se sont donné le mot. Monsieur Laurent est introuvable. Monsieur Laurent est introuvable. Qui sait si la directrice, toujours à la recherche d'une nouvelle animation, ne leur proposera pas une battue dans le parc, ne serait-ce que pour les sortir un moment de leur chambre, où d'ordinaire ils végètent 24 heures sur 24. Marre des vieux qui puent et des vieilles à demi gâteuses, veut plus les voir.
pourtant, elle porte un joli nom. La maison de retraite. Les jours heureux. Ça sonne comme une garantie de bonheur quotidien. Il ne retournerait pas. Jamais, jamais. Robert se regarde dans la glace. Adieu, mon vieux. C'est là qu'on se sépare. Fini sa vie de cloporte dans les odeurs de pisse et de cuisine froide, qui, aux jours heureux, rendent l'air irrespirable. Une vie effritée, autant dire en ruine, jusqu'à ses fondations. Hier, il a volé 3 boîtes de somnifères à l'infirmerie. Ce soir, il en avalera le contenu. Après quoi, il se glissera entre les draps. Tant qu'à faire, il aurait préféré un hôtel d'une classe au-dessus, mais ses maigres moyens ne l'ont pas permis. Mais ça ne fait rien. Ce qui compte, c'est sa volonté d'en finir dignement, dans une vraie chambre, au creux d'un vrai lit, hors d'atteinte des râles, des sanglots et des cris apeurés qui troublent les nuits des jours heureux. Huguette descend l'escalier 4 à 4 et s'engouffre dans le petit bureau où Monsieur Philippe, penché sur un registre d'une autre époque, tente de mettre un peu d'ordre dans une comptabilité en vrac. Vite, Monsieur Philippe! Il faut aller voir ce qui se passe dans la 3. Oh, le vieux monsieur d'hier soir doit être mort. Oh, ça sent bizarre à travers la porte. Le patron accuse le coup. Après le bébé abandonné qui a provoqué la venue en fanfare du SAMU, des pompiers et de la police, ça n'allait pas recommencer. Dans le quartier, on pourrait se mettre à jaser. Les ragots ruineraient la réputation de l'hôtel. Bon, allons voir ça tout de suite. Muni du double de la clé, Monsieur Philippe, suivi d'Huguette, s'engage dans l'escalier. En haut des marches, une odeur infecte le fait grimacer. Mon Dieu, quelle horreur! Il va vite ouvrir la porte de la chambre 3. Oh non, ce n'est pas possible! Pas ça! Huguette n'ose pas regarder. Elle pense que le cadavre doit être dans un état de putréfaction avancé, à en juger par la puanteur qui imprègne le lieu. Elle demande d'une voix étouffée par la crainte du pire. « Monsieur Philippe, que s'est-il passé ?» La chambre est dans un état que Monsieur Philippe a du mal à décrire. Les mots lui manquent. Il est sous le choc. Non, reculez, Huguette, ce n'est pas beau à voir, ça. Assis par terre, à demi nu, hagard, le vieux monsieur d'hier soir gémit. Les contractions de ses muscles faciaux lui font un masque terrifiant. De son corps s'échappent des bruits de siphons déviés. Huguette, rassurée par ses gargouillements, laissant penser que l'homme n'est pas tout à fait mort, ose enfin glisser un œil dans la chambre. Elle est horrifiée. Sur la table de nuit traînent 3 plaquettes de médicaments vidés de leur contenu. Il faut croire que le vieil homme ne portait pas ses lunettes au moment du larcin commis la veille à l'infirmerie de la maison de retraite. À la place des somnifères, il avait dérobé 3 boîtes de pilules laxatives. Monsieur Philippe a réuni le personnel pour évoquer les faits multiples et fâcheux qui, ces derniers temps, se sont produits dans la chambre 3. Alors, Huguette a son idée. Moi, je vous le dis, la 3, il faut l'exorciser. On n'y comprend pas. Je lui ai tiré les cartes et la figure du diable est tout de suite sortie. C'est bien le signe que le chiffre 3 aurait à voir avec lui. Monsieur Philippe juge l'hypothèse intéressante, mais Régis hausse les épaules. Bon sang, non mais c'est n'importe quoi. Le chiffre du diable, c'est 666, 666, pas 3, bah tout le monde sait ça. Pour sa part, Lucas attribue au seul hasard la succession de ces faits qui se déroulent dans une seule et même chambre. Monsieur Philippe approuve. Non, Régis approuve. Bon sang, mais il a raison. N'allons pas chercher midi à 14h, hein. C'est juste le hasard. Monsieur Philippe fait une suggestion. Si, vraiment, c'est le chiffre 3 qui nous vaut tous ces incidents dans cette chambre, il suffirait de le remplacer par un autre et de remplacer ce chiffre, tout simplement.
La proposition paraît tellement absurde qu'elle tombe à plat. Huguette en profite pour revenir à la charge. Moi, je me suis renseigné. Une purification des lieux par un prêtre exorciste, c'est financièrement abordable. À la seule pensée d'avoir de l'argent à débourser pour chasser le diable de l'hôtel, le très parcimonieux monsieur Philippe se braque. Bon, il ne faut pas s'emballer, je vais réfléchir à tout ça. Surtout, pas de précipitation, on en reparlera plus tard. Fin de la réunion. Ce n'est donc pas demain que la question de la chambre 3 sera réglée. Et si jamais, comme les cartes l'ont suggéré à Huguette, Satan est en cause dans cette affaire, alors celui-ci peut poursuivre en toute tranquillité ses maléfiques œuvres. Le pire serait-il donc à venir? Cela est raisonnablement envisageable. Il ne faut pas désespérer que le diable en fasse toujours plus. Francis plaque ses mains de chaque côté de son visage et les remonte doucement en arrière. L'effet est immédiat. La peau se tend, les rides s'effacent, l'abaissement des paupières est réparé, et la commissure des lèvres, d'ordinaire tombante, retrouve un peu de hauteur. Dans la salle de bain de la chambre 3, la glace lui renvoie l'image d'un homme, comme par miracle, rajeuni de 10 ans. Francis se sent ragaillardi, même s'il n'est pas dupe du caractère puéril de l'artifice. Après avoir pris le temps d'apprécier cette image d'un homme rénové, il relâche la pression des mains. Alors, les joues retombent et le reste suit. Francis perd instantanément ces 10 années que la manœuvre lui avait fait gagner. Son âge réel s'affiche à nouveau sur sa figure. Une consolation tout de même, ce soir au Symphonia, dans son costume scintillant, sous des projecteurs bien réglés, avantagé par une surdose de maquillage, il fera encore illusion. Il chantera ses succès d'autrefois, accompagné par des musiciens enregistrés sur une bande son. Francis est reconnaissant à Mario Martini, son agent artistique, de lui avoir donné une seconde chance. Il dit seconde parce qu'il sait bien qu'il n'en aura pas une troisième. En dépit de sa traversée du désert, ses admiratrices d'autrefois restées fidèles rempliront la salle. Entre cour et jardin, le temps d'un récital aux couleurs délavées. L'illusion de retrouver l'éclat de sa jeunesse donnera des ailes à Francis. En attendant, il doit faire avec sa tête au naturel. Oh, sa méchante tête de tous les jours. Et tous les jours, c'est beaucoup. Alors, dans les moments où la fatigue l'engourdit, il se pose devant une glace pour retrouver le visage de l'homme qu'il était avant. Et dut-il pour cela tricher des 2 mains? Bon, à toi maintenant, moi j'arrête. Tiens, Monsieur Philippe a eu Mario Martini au téléphone. Il a réservé 4 chambres pour ses protégés qui participeront samedi à la soirée sosie de stars. Oui, organisée par un modeste club de rugby local à l'occasion de son 30e anniversaire. C'est ça. Aussitôt informé, Huguette se pâme. À l'annonce des noms, son regard jette des étincelles. Mais Monsieur Philippe prévient. Il faudra que ça brille. C'est la crème d'Hollywood qu'on va recevoir. Oh, la crème d'Hollywood. Huguette s'empresse de transmettre la nouvelle à Régis. Bon, d'accord, mais c'est jamais rien que des sosies.
Néanmoins, les noms de Sharon Stone et de Penelope Cruz éveillent dans son imagination de torrides images. De même que ceux de Leonardo DiCaprio et de Brad Pitt font naître dans la tête d'Huguette des pensées coupables. Des pensées et des images qu'il s'avoue à demi-mot. Eh bien moi, Sharon Stone, si elle voulait bien, je me ferais pas prier. Moi pareil, avec Brad Pitt. L'un et l'autre feraient bien de s'en tenir là. Mais non! Une montée en puissance de leur activité hormonale déclenche une escalade de grivoiserie. Dans cette surenchère, Huguette et Régis se surpassent. On dirait que chacun, bravant des interdits, éprouve un plaisir intense à s'affranchir de sa pudeur habituelle. Il faut les voir, hein. Complices, ricanés, à l'évocation de tableaux libertins où ils se situent en position intéressante en compagnie de Sharon ou Brad et Pénélope et Leonardo. Et en point d'orgue à ces accouplements, Régis suggère une partie de débauche dans la chambre 3 en compagnie des 4 stars hollywoodiennes. Mais pourquoi dans la 3? Ben, parce que c'est une chambre avec un lit pour une seule personne. Insondable Régis qui n'en est pas un paradoxe près. D'accord, mais faut pas rêver. Comme tu dis, ce ne sont rien que des sosies. Et alors, en fermant les yeux, on peut s'imaginer que ce sont les vrais. Rétorque Régis. Francisco Pérez a pris possession de sa chambre. Francisco Pérez. Oui, Monsieur Philippe et Huguette sont dépités. Et derrière son comptoir, Régis persifle. Bon sang! Si c'est ça, les stars de votre Monsieur Martini, l'agent artistique. Oh! Bah, le compte n'y est pas avec ce magicien qui se produira demain dans une maison de retraite du centre-ville. Ah, on s'attendait à mieux à l'hôtel des voyageurs. Alors, Monsieur Philippe veut néanmoins tempérer la déconvenue de son personnel en déclarant qu'il ne doute pas de la prochaine venue d'artistes plus prestigieux. Régis hausse les épaules et, par pure malignité, rappelle le rabais consenti sur le prix de la chambre pour avoir le privilège d'y loger ce genre de saltimbanque. Pendant ce temps, dans la chambre 3, Francisco Pérez se prépare à partir pour la maison de retraite, où devant un maigre public de vieillards engourdis, il déploiera les facettes de son art. Et ce ne sera pas sans peine. En effet, il lui faudra se passer de Dorothée, sa partenaire qui lui servait de faire-valoir. Elle a récemment parachevé sa spectaculaire transformation en se faisant construire à partir d'un lambeau cutané prélevé sur le bras un avantageux pénis agrémenté de 2 prothèses testiculaires. Alors pour le moment, Dorothée est en convalescence et Francisco Pérez est préoccupé. Et quand sa partenaire reprendra du service, il lui faudra refaire les affiches, puisque désormais Dorothée s'appellera Günther. Et que lui, Francisco, sera bien obligé de dire « mon partenaire » en parlant d'elle, enfin de lui désormais. Francisco et Günther. Ah, ça changera tout. Hein. C'est pourquoi Francisco vit à présent avec en tête l'idée que la métamorphose de Dorothée pourrait bien avoir sur lui quelque effet imprévisible. Matteo. Matteo entre en trombe à l'hôtel des voyageurs. Oh, c'est la première fois que Régis voit un prêtre en soutane franchir la porte. Alors certes, il avait noté la veille une réservation au nom de cette personne, mais il était loin de se douter qu'il verrait débouler un homme d'église. Sans rien laisser paraître de sa surprise, il lui attribue la chambre 3 et lui en indique la direction.
Quand Huguette voit Matteo monter l'escalier, elle s'empresse de donner son avis à Régis. Oh, à coup sûr, c'est son déguisement pour la Gay Pride de demain. Et il y en a même qui se travestissent en bonne sœur. J'ai vu ça à la télé. Régis n'en est pas convaincu, il a une autre idée. Moi, je pense plutôt qu'il fait son tour de France pour se perfectionner. Un peu comme les compagnons du devoir, tu vois. Ni l'un ni l'autre n'a remarqué que l'homme est arrivé sans bagage. Dans la chambre 3, Matteo se défait de sa soutane. Dessous, il est en jogging et t-shirt. Il mesure sa chance d'être passé inaperçu dans son accoutrement sacerdotal. Aujourd'hui, un curé en soutane, de surcroît trop juste pour sa corpulence, qui rase les murs dans les rues, encourt le risque de se faire remarquer. Son cousin Ange l'avait convaincu que ça se passerait bien. Fais-moi confiance. C'est un bon plan. Je l'ai déjà expérimenté. C'est lui qui a fourni la soutane et favorisé la conjoncture. Il s'est chargé, la veille, de réserver une chambre à l'hôtel des voyageurs. Ils n'iront pas te rechercher là. Ils te croiront parti plus loin. Un cador, ce cousin Ange. Ce soir même, il passera prendre Matteo à l'hôtel où il lui a recommandé de faire profil bas. Tu montes dans ta chambre et tu n'en bouges pas jusqu'à ce que je me signale. C'est qu'il ne faudrait pas éveiller des soupçons et risquer, après une évasion réussie, un retour à la prison voisine, où Matteo a été incarcéré en mars dernier, pour vol et trafic d'objets d'art religieux grattés dans de nombreuses églises. Lucas réfléchit. Un client qui libère la chambre à 22h alors qu'il a été réceptionné l'après-midi même par Régis. C'est pour le moins bizarre. C'est pourtant ce que vient de faire à l'instant celui de la Troie. Il s'est présenté à moi, a payé sa note en espèces et m'a dit que je pouvais disposer de la chambre. Et logiquement, il a dû arriver ici sans sac ni valise puisqu'il est parti sans. Puis quant au type venu le chercher, je ne le trouve pas clair celui-là non plus. Lucas se demande si l'homme n'aurait pas laissé là-haut quelque indice susceptible de l'éclairer sur cette bizarrerie. Il monte donc dans la chambre pour y jeter un coup d'œil. Au premier regard, tout semble normal. Sauf qu'un vêtement a été oublié par terre. Il le ramasse et reconnaît une soutane. Ah, ça, ce n'est pas banal. Ce client était donc un prêtre? Mais alors, pourquoi a-t-il quitté l'hôtel en jogging et t-shirt? Et qui était ce type venu le chercher? Et pourquoi avait-il l'air si pressé de quitter les lieux? Lucas se pose des questions auxquelles il ne trouve pas de réponse. De toute façon, son esprit est ailleurs. Le jeune homme est troublé par cette soutane dont la rigueur apparente lui paraît finalement bien trompeuse. La trentaine de boutons qui le ferment par devant contribue au caractère équivoque du vêtement. La preuve, rien qu'à l'idée de les dégager un à un de leur boutonnière, laissant ainsi apparaître petit à petit la nudité grisante d'un corps, Lucas sent un frisson délicieux courir sous sa peau. Il entrevoit, dans le déboutonnage gourmand de cette soutane, la possibilité de multiples jeux érotiques, à l'instar de ceux mis en œuvre pour
débraguetter un partenaire ou dégrafer le corsage d'une belle. Alors, il se déshabille complètement et enfile la longue robe ecclésiastique. Après quoi, il prend son téléphone portable. Allô? Viens vite. J'ai une surprise pour toi. Ça va te plaire. Cette nuit, la grand-messe qui sera célébrée dans la chambre 3 n'aura rien de catholique. Hein? Yasmina. Ah, Stanislas. Oh, Yang. Et là, Akiko. Et ah oui, ce sont des prénoms donnés parmi d'autres par Huguette aux taches suspectes qu'elle découvre sur les draps du dessous lorsqu'elle fait les lits. Ah bah c'est devenu une marotte. Ma petite folie, comme elle dit. Et si Huguette opte pour des prénoms étrangers, c'est simplement par goût de l'exotisme. Au fil du temps, elle est devenue experte en tâches suspectes, capable de s'y reconnaître dans la diversité des fluides. Rien qu'en les reniflant, elle est capable de faire la différence entre liquide séminal homme et liquide séminal femme. C'est dire son expertise dans ce domaine. Et chaque découverte assure Huguette a un effet bienfaisant. Le fait que l'amour soit à l'origine de ces traces l'amène à rêver. Des amants se sont aimés ici. La preuve saute aux yeux, ils ont laissé leur signature sur la blancheur des draps. Alors le cœur d'Huguette bat plus vite, et son imagination produit de tendres songeries, des bluettes à l'eau de rose qui la consolent de bien des peines. Au fond, Huguette est un peu trop romantique. Et il arrive plus d'une fois que la souillure démasquée soit la vulgaire conséquence d'une fuite urinaire. Ah, pas de quoi faire rêver Huguette. Elle les baptise toutes Urina, puis s'en désintéresse. Alors, dans la chambre 3, c'est différent, parce que c'est une chambre avec un lit pour une seule personne. Alors là, les traces laissées sur les draps, et parfois même sur la tête d'oreiller, résultent forcément de pratiques masturbatoires dont la perception qu'en a Huguette n'a rien d'enivrant. C'est pourquoi elle passe vite à la chambre suivante, avec l'espoir d'y faire de belles trouvailles. Celle-là, propice à la rêverie. Mathilde est anxieuse. Tout cela est-il bien raisonnable? Un aussi long voyage peut être pour rien. Il serait encore temps de renoncer. Elle pourrait reprendre un train, rentrer chez elle. Trop souvent, elle a nourri de folles espérances. Trop souvent, elle a été déçue. Mais aujourd'hui, en dépit du doute qui nourrit son inquiétude, elle veut y croire. Elle se donne du courage. Tu vas voir, cette fois sera la bonne. L'horoscope est favorable. Mais ça ne prend pas. Pour que ça prenne, il faudrait qu'elle commence par croire à ce qu'elle dit. Elle examine ses mains. Des mains abîmées d'avoir pensé tant de blessures, lavé tant de plaies. À trop s'occuper des autres, on se néglige. Mathilde n'ose pas lever les yeux vers la glace. Elle y découvrirait un visage affligeant. La glace est son ennemie et Mathilde n'aime pas son visage. Plaira-t-il à l'homme qui lui a fixé rendez-vous demain matin au buffet de la gare à 2 pas de l'hôtel? Il s'appelle Sergio. Mathilde l'accueillit sur un site de rencontre. Je me demande si sa photo lui ressemble vraiment. Peut-être qu'il l'a retouchée. Sur l'écran de son smartphone brille l'image d'un gaillard dans la force de l'âge. Une virilité rassurante, corps massif, visage taillé à la serpe, regard foudroyant. Mathilde le trouve beau. Trop beau pour être vrai. Une voix lui conseille de ne pas se poser de questions.
Une autre, de ne pas s'exalter. Prudence! Souviens-toi de tes déconvenues, des petites annonces insincères, des photos trompeuses. Mathilde, adjure la voix de se taire. Elle s'étend sur le lit et n'en finit pas d'interroger la photo du regard. Peut-être que je ne mérite pas cet homme-là, pense-t-elle. Demain matin, doit-elle le rencontrer au risque de le décevoir? Ou mieux vaut-il y renoncer tout de suite? Mathilde n'arrive pas à prendre une décision. Alors autant essayer de dormir. La nuit porte conseil. Sergio trouve la porte de la chambre 3 entrebâillée. Il la pousse doucement, avance de quelques pas. Mathilde est couchée. Il dit « Nous avons un grand retard de bonheur à rattraper, vous et moi. Alors, à quoi bon attendre notre rendez-vous demain matin au buffet de la gare ?» Mathilde feint l'étonnement. « Mais comment avez-vous su que je logerais ici ce soir ?» Il sourit. « Vous l'avez mentionné dans votre dernier message. » Mathilde exhale un soupir. Elle frissonne. Sergio est encore plus séduisant en vrai qu'en photo. D'un geste rapide, elle fait voler le drap qui couvre son corps et apparaît dans son incandescente nudité. « Venez !» adjure-t-elle. Sergio se défait de ses vêtements et rejoint le lit où sa virilité triomphante prend possession de Mathilde. Elle, impétueuse, déjà chauffée au rouge vif par l'attente de l'homme, s'embrase sur le champ. Le souffle d'une forge naît dans son ventre et se propage des pieds jusqu'à la tête. Un marteau-pilon fouille son sexe. Sergio la besogne comme une brute sous l'emprise des plus sauvages voluptés. Mathilde donne de la voix. Elle s'exalte bruyamment, sans aucune retenue, dans une alternance de rugissements rauques et de cris suraigus qui font trépider les vitres de la fenêtre. Alléluia! Au moment où va culminer le plaisir, ce déferlement de décibels produit un effet embarrassant. Là, quelqu'un frappe contre la cloison. Mathilde se réveille en sursaut, haletante, et elle entend dans la chambre à côté quelqu'un s'égosiller. Merci de baiser en silence. Il y a des gens qui veulent dormir. Eh bien, Mathilde a du mal à s'extraire de son rêve. Son corps n'est pas rassasié, il réclame encore. Elle pense que si elle se rendort, Sergio lui donnera à nouveau du plaisir. « Vite, retournez dans mon rêve !» songe-t-elle tout ensommeillée. Par précaution, avant de se rendormir, elle roule, oui, en boule, comme ceci, un coin du drap et se l'enfonce dans la bouche. Oui, autant épargner au voisinage la bande-son de ses rêves. Longtemps plus tard. Longtemps plus tard. Longtemps plus tard. Oui, longtemps plus tard. Longtemps plus tard. Ils sont là. Le chimpanzé et sa guenon. Le chimpanzé, sa guenon? Oui, ils ont l'air dépités. Et apeurés? Oui. Et ils se tiennent immobiles, serrés l'un contre l'autre sur les ruines de l'hôtel? À quoi pense-t-il? Non mais allez savoir seulement s'ils pensent. Il se pourrait qu'ils ne pensent à rien et ne se posent aucune question. Et encore moins qu'ils aient des réponses. Dès lors, comment pourrait-il avoir idée de l'ampleur du désastre qui a frappé le monde? Leur regard absent glisse sur des pans de murs encore debout. Et ils donnent l'impression de chercher à comprendre dans quel endroit ils sont, comment ils y sont arrivés et ce qu'ils ont à y faire. Ils sont perdus, inaptes à évaluer le désastre qui a fait d'eux les derniers êtres vivants sur Terre. Et voilà pourquoi ils ne mesurent pas la mission qui leur incombe. Survivre à tout prix à l'humanité détruite. Et dans la nuit des hommes morts,
faire jaillir une étincelle afin que l'humanité ait une chance de renaître de ses origines. C'est une responsabilité écrasante pour un chimpanzé et sa guenon qui jusque-là se la coulait douce dans un cirque. Seulement voilà, Dieu a ouvert leur cage, les a poussés dehors d'une main ferme et guidés jusqu'à ce qui reste de la chambre 3 de l'hôtel des voyageurs. Dieu, quand il a une idée derrière la tête, celui-là. Juste pour vous dire que si vous voulez revenir un petit peu sur le texte, des choses qui vous ont échappé ou des choses que vous n'avez pas compris. Donc le texte est édité au Castor Astral et nous en avons quelques exemplaires à votre disposition. Et puis tant qu'à faire, vous pourrez vous le faire signer, dédicacé par l'auteur qu'on a la chance d'avoir ce soir parmi nous. Voilà, on vous remercie beaucoup. Merci.